¿Cómo podemos explicar lo que es el Colegio de France? Le Collège de France est une institution qui a 5 siècles et qui était inventée contre la Sorbonne. Parce que la Sorbonne était une université, la grande université parisienne, mais elle était très classique. Elle était centrée sur la théologie, elle était centrée sur la répétition des idées acquises, disons. Et elle ne cherchait pas les nouveaux savoirs. Et donc un certain nombre de personnes ont eu l'idée de faire une institution intellectuelle plus indépendante, dans laquelle on pourrait enseigner l'arabe, l'hébreu, les mathématiques, ce qui, au début du XVIe siècle, était très neuf en Europe. Et le Collège de France a justement été défini comme un endroit de liberté intellectuelle, où les étudiants viennent mais sans pouvoir recevoir de diplôme, et c'est un endroit où on mène une recherche libre et continuellement originale. C'est-à-dire que le propre de l'université, c'est qu'un professeur fait un grand cours. Il va faire un cours de macroéconomie, il va faire un cours d'histoire des révolutions en Amérique latine, il va faire un cours qui va améliorer chaque année, mais il va délivrer le savoir existant sur un domaine. Alors que le Collège de France est l'institution où l'on essaie d'enseigner la recherche vivante, d'enseigner le savoir en train de se faire. Donc pour cela, on peut dire que chaque cours au Collège de France, c'est presque le brouillon d'un chapitre d'un livre que l'on est en train d'écrire. Nous sommes tous égaux, en tout cas par le salaire. Chacun touche exactement le même salaire et chacun se différencie par ses sujets d'études. Nous sommes à la fois égaux et uniques. Et je dirais que c'est un petit peu un microcosme, une petite institution intellectuelle comme la nôtre. Mais c'est ce qu'on peut souhaiter pour une société. Parce que l'égalité, ce n'est pas l'égalitarisme. L'égalité, c'est vivre en égaux. C'est-à-dire être égaux en dignité, être égaux en respect, être égaux en capacité d'autonomie, être égaux en indépendance, être égaux aussi dans l'envie de mener sa vie propre, mais en même temps, être égaux et être singulier. Parce que il n'y a pas de grand département ici au Collège de France. Chacun, moi j'enseigne, disons, l'histoire politique et la théorie politique, mais je suis le seul à le faire. Donc chacun d'entre nous représente un domaine du savoir, et donc on vit comme des êtres à la fois uniques et égaux. Et je crois que dans la société, on a besoin d'apprendre ça. On a besoin de respecter la singularité, parce que on ne veut plus vivre, plus personne ne peut penser que l'émancipation, c'est simplement de se ressembler les uns les autres. L'émancipation, c'est de devenir une personne autonome, une personne propre. Ça, maintenant, il y a ce désir de singularité qui est une des définitions de l'émancipation. Mais en même temps, on veut faire société. On veut vivre en égaux. Et la réflexion de mon dernier livre, essayer de montrer pourquoi cette grande utopie de vivre en égaux, qui était le cœur des révolutions américaines et des révolutions françaises, pourquoi cette utopie a été dégradée au XIXe siècle, pourquoi avec la création des lois sociales, de l'État-providence, en Europe en tout cas, au XXe siècle, elle a repris un peu une consistance, et pourquoi depuis 30 ans, depuis les chocs pétroliers. Vous situez ça bien dans les années 80, je crois. Oui, c'est ça. Ça s'est déclenché. Le grand retournement, il se lit dans les statistiques. Le grand retournement, c'est qu'entre la Première Guerre mondiale et les deux chocs pétroliers, disons le deuxième choc pétrolier, 1976, entre ces deux moments-là, ce qui caractérise l'Europe, si je parle surtout de l'Europe, c'est un mouvement continu de réduction des inégalités. Un mouvement continu de réduction des inégalités avec des institutions comme l'impôt progressif sur le revenu, la création de l'assurance maladie, l'assurance chômage, l'État-providence, les accidents contre les risques du travail, les conventions collectives du travail. Tout un ensemble d'institutions ont fait en sorte qu'il y a eu une réduction considérable des écarts de revenus et des écarts de patrimoine pendant toute cette période. On peut dire que l'image de la richesse au XIXe siècle, c'est l'image du rentier.
Eh bien, au XXe siècle, le rentier, il disparaît un peu du paysage. Et à sa place, on voit des collectifs de travail. C'est le moment de ce qu'on a appelé le capitalisme d'organisation, où ce qui faisait la richesse de la production, c'était la qualité d'une organisation. Les chaînes étaient bien organisées, on faisait de la production de masse. Il y avait des entreprises qui étaient en quelque sorte des grosses machines très bien huilées. C'est ça qui faisait la richesse. Et comme c'était des grosses machines bien huilées, chacun apportait sa petite pierre dans cette machine. Et le résultat, c'est qu'il y avait un partage du gâteau, disons, qui était assez équitable. Puisque même un des papes du management américain des années 1970 et 80, Peter Drucker, c'est lui qui conseillait tous les PDG des grandes sociétés américaines. Et il écrivait dans le Wall Street Journal, il écrivait dans Fortune. Eh bien, ce Peter Drucker, pape du management, disait-on à l'époque, conseillait aux grandes entreprises de ne pas dépasser un écart de 1 à 20 entre le salaire de l'ouvrier le moins bien payé et puis le salaire du PDG. Ça, c'est la situation des années 1970. Et depuis, en 30 ans, on est passé à un écart qui est passé de non plus de 1 à 20, mais de 1 à 400, voire de 1 à 1000 dans certains cas. Et ce qui m'a amené à écrire ce livre, c'est justement le fait de deux choses. Vouloir comprendre ce retournement que j'appelle une vraie contre-révolution, puisque grosso modo le XXe siècle avait été un siècle de réduction des inégalités. Comment se fait-il que tout d'un coup on ait vu un mouvement contraire se mettre en place et une augmentation énorme des inégalités? Donc mon livre est à la fois une analyse de ce retournement et une réflexion sur les conditions de stopper ce retour en arrière et de reproduire une nouvelle marche, peut-être vers une forme d'égalité qui est à redéfinir. Voilà l'objet du livre. Il y a deux modèles de l'intellectuel que je n'accepte pas, que je refuse de poursuivre. Le premier, c'est le modèle de ce qu'on pourrait appeler l'intellectuel généraliste. C'est l'intellectuel qui se sert de la notoriété de ses travaux particuliers pour prendre position sur tous les sujets. Ouais. Parce qu'on est un grand écrivain, on peut prendre position sur les injustices, sur la guerre, sur tous les sujets. Vous n'êtes pas contre cela quand même. Et non, bien sûr, mais quelle est la différence? C'est que cet intellectuel général, il avait sens au XIXe siècle, parce que très peu de gens avaient accès à la parole, et que ceux qui avaient la capacité de s'exprimer, le talent de s'exprimer, ceux qui avaient accès aux grands médias étaient très peu nombreux. Aujourd'hui, on vit dans une société de médias de masse. Tout le monde, s'il y a des voix qui doivent se faire entendre dans la société, elles peuvent surgir indépendamment des médias, même très nombreux, sur Internet. Il y a des modes d'accès à la protestation sociale qui se sont, peut-on dire, universalisés, généralisés. Donc de ce point de vue-là, il y a un effacement de la figure de cet intellectuel généraliste. Et de l'autre côté, il est devenu simplement sans objet. Il n'y a plus besoin de lui. Lorsqu'il faut prendre la parole pour dénoncer quelque chose, ces dénonciations, elles se mènent de façon diffuse dans la société, et l'intellectuel, à ce moment-là, n'est qu'un individu parmi d'autres. Bon, il peut protester comme individu, mais il n'a pas plus à dire que quiconque. Et le deuxième modèle de l'intellectuel que je récuse, c'est le conseiller du prince. C'est celui qui est simplement le fabricant de discours, celui qui est le fabricant de concepts, celui qui est en quelque sorte aux côtés du prince. Et comme je récuse ces deux modèles, pour moi je ne vois pas le rôle de l'intellectuel très différent. Pour moi, personne qui me reconnaît comme étant de gauche, je ne vois pas de choses très différentes entre le fait que la gauche soit au pouvoir, qu'elle n'est pas au pouvoir. Mon but est toujours le même. Mon but, c'est de produire de la lucidité et de fournir une boîte à outils qui permet à la fois de comprendre la société et en même temps de la comprendre d'une façon telle qu'on puisse avoir prise sur elle. Pour moi, le véritable intellectuel, c'est celui qui donne des outils d'intelligibilité.
qui donne des outils de compréhension. Parce que très souvent, les citoyens ont le sentiment que la réalité leur échappe, que il y a des choses extérieures à eux qui sont comme une chape de plomb sur eux. Et le rôle de l'intellectuel, c'est de redonner en quelque sorte, pas simplement confiance, mais de redonner une prise sur sa vie en comprenant mieux ce qui se passe autour de soi. D'avoir rendu le monde plus intelligible. Et si on le rend plus intelligible, cela veut dire aussi qu'on le rend plus malléable. On donne des instruments qui sont à la fois de compréhension et des instruments d'action. Je comprends les mouvements d'indignados, je les comprends tout à fait, mais le problème, c'est qu'il faut avoir l'intelligence de son indignation. Les indignés, ils expriment un sentiment viscéral, ils expriment un sentiment vital, mais ils ne donnent pas des instruments toujours d'analyse, et surtout ils ne donnent pas toujours des instruments d'action. Donc je crois qu'à partir de sentiments qui sont très répandus, comme le mot indigné d'ailleurs est devenu un mot très répandu dans toutes les sociétés européennes, exprimant un sentiment diffus et très puissant à la fois, eh bien, d'un certain point de vue, je dirais que mon but d'intellectuel défini par sa boîte à outils, c'est d'armer l'indignation, de lui donner des moyens d'analyse et en même temps des moyens d'action. Est-ce que c'est toujours un sport de combat? Ce qui est un sport de combat, c'est la vie intellectuelle. Parce que la vie intellectuelle, elle présuppose de rester toujours curieux, de ne jamais s'endormir dans la répétition, d'être attentif à tout ce qui change, ce qui bouge dans la société. Donc peut-être même plus qu'un sport de combat, je dirais que c'est un sport d'observation. Un sport d'observation où il faut être toujours sur la brèche pour ne pas se laisser griser par les mots, pour ne pas se laisser griser par les concepts, mais toujours être en quelque sorte à l'école de la réalité.